Alors maintenant qu'on a vu les généralités sur les forces centrales conservatives, on va s'intéresser aux forces centrales conservatives, mais en plus newtoniennes. Alors qu'est-ce que ça veut dire une force newtonienne? C'est en fait une force qui vérifie la même forme que la loi de la gravité de Newton. C'est-à-dire la force étant 1 sur la distance au carré. Donc ici de manière générale, je vais écrire qu'on a une force qui est attractive, donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins et ici une valeur absolue. Donc pour que la force soit globalement selon moins ER, et donc en 1 sur R2. Alors du coup, quand la force centrale est une force newtonienne, eh bien le système va vérifier les 3 lois de Kepler. Donc les lois de Kepler, au départ, sont des lois qui sont issues de l'expérience, donc de l'observation dans le ciel par Tycho Brahe puis Kepler. Donc ces lois de Kepler, on les rappelle, c'est la trajectoire est une ellipse dont l'attracteur est l'un des foyers. Donc dans le cas des planètes, par exemple, l'attracteur c'est le Soleil, mais dans le cas des satellites, eh bien l'attracteur ça peut être la Terre. Ensuite, c'est la loi des airs qu'on a déjà démontré plus haut avec la loi du moment cinétique. Et puis la loi des périodes qui dit que quel que soit l'objet, donc ça c'est pour les planètes par exemple, quelle que soit la planète qui tourne autour du Soleil, eh bien la période de rotation au carré, donc de révolution au carré sur ce qu'on appelle le demi-grand axe au cube est constant. C'est la même chose pour toutes les planètes. Donc le demi-grand axe, on rappelle, c'est quoi? C'est en quelque sorte l'un des 2 rayons de l'ellipse. Et donc vu que c'est le grand axe, en fait c'est le plus grand rayon de l'ellipse. Donc voilà les lois de Kepler. Alors, en termes de force newtonienne, vous en connaissez déjà 2. C'est évidemment la loi de la gravité, donc pour laquelle la force qui s'applique sur le système par un attracteur central, ça va être moins grand G fois la masse de l'attracteur central, donc j'appelle MC, fois la masse du système M sur la distance au carré ER. Mais il y a également la force d'attraction électrique entre 2 particules chargées. Et donc ici, pour être dans les hypothèses de secours, il faut absolument que l'une des 2 particules soit beaucoup plus massive que l'autre. Et donc le système, pour nous, c'est la particule légère. Donc à ce moment-là, la force électrique s'écrit 1 sur 4 pi epsilon 0. Bon, ça on s'en moque, c'est une constante fondamentale. Fois Q1, Q2, donc la charge de chacune des particules, divisé par R carré ER. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a pas de signe moins. En réalité, donc pour que cette force soit attractive, il faut que Q1 et Q2 soient opposés. Donc soit la charge centrale est positive et le système est négatif, ou vice-versa. À ce moment-là, on a bien une force qui est attractive. Alors, on a déjà démontré la loi des airs, on a vu avec la simulation le fait que les trajectoires sont en général des ellipses lorsque les trajectoires sont fermées, c'est-à-dire lorsque l'état est lié. Mais on n'a pas encore démontré la loi des périodes. Alors, ce n'est plus au programme, donc on ne va pas la démontrer. Déjà, on va quand même la vérifier. Donc ici, dans ce petit tableau, on a différents systèmes dont je vous ai donné la période et le demi-grand axe. Donc vous pouvez faire le calcul, je l'ai fait, et donc vous arrivez à t carré sur a cube égale 133 000 quelque chose pour la Terre, 132 000 quelque chose pour Saturne, 134 000 quelque chose pour la comète de Halley. Donc c'est quasiment la même chose aux incertitudes près, puisque là on a 3 chiffres, j'en ai mis beaucoup trop, c'était juste pour montrer que du coup à ce chiffre-là c'est bien quasiment la même chose. Donc on peut considérer que la troisième loi de Kepler est bien vérifiée, alors que la comète de Halley n'est pas une planète, mais la comète de Halley c'est une comète qui vient périodiquement et donc qui fait le tour du Soleil. Son orbite c'est bien une ellipse, mais c'est une ellipse très très allongée, puisqu'on voit qu'ici l'excentricité est quasiment de 1. Or je vous ai rappelé ici que pour qu'on ait quelque chose qui soit quasiment circulaire, il faut que l'excentricité soit quasiment 0. Donc ici, pour une excentricité de 1, ça veut dire qu'on a une ellipse qui est très 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 étendue. Donc c'est pour ça que la majorité du temps, la comète de Halley, on ne la voit pas. On la voit que quand elle se rapproche du Soleil. Mais du coup, ça dure très peu longtemps par rapport au reste de son mouvement. Donc là, tout va bien. Mais par contre, quand on fait le calcul pour la Lune, là, ça ne fait pas du tout la même valeur. Alors je vous laisse faire pause sur la vidéo, réfléchir 30 secondes, et puis voir si vous avez la bonne réponse. Pourquoi cette valeur n'est pas du tout comme les autres? Est-ce que la Lune ne vérifie pas les lois de Kepler? Alors la réponse, c'est
que en fait, c'est logique que cette valeur ne soit pas du tout la même, puisque l'attracteur de la Lune n'est pas le Soleil, mais la Terre. Donc en fait, la Lune va vérifier une troisième loi de Kepler, mais avec les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre, et pas avec les planètes qui tournent autour du Soleil. Voilà. Donc cette loi de la période, comme je vous l'ai déjà dit, on ne va pas la démontrer, mais on va quand même la démontrer pour un mouvement particulier qui est le mouvement circulaire. Alors, en fait, vous l'avez déjà fait en terminale, donc on va aller relativement vite. Donc, on va faire l'hypothèse que le mouvement est circulaire, et ensuite, on va vérifier qu'on a bien t carré sur le rayon au cube du cercle, de la trajectoire circulaire, qui est égal à une constante. Donc, pour démontrer ça, on a déjà, plus haut dans le cours, on a déjà utilisé la LMC, on a déjà utilisé le théorème d'énergie cinétique, donc forcément, ça va être le PFD. Donc, on part du PFD, on fait un petit schéma rapide. Donc ici, on a le centre avec donc l'objet central qui est très massif. On a le système qui fait approximativement pour moi un cercle, donc à un instant t, il est là. Du coup, vu que ça fait un cercle, sa vitesse, elle va être comme ça, elle va être tangente. Prenons un repère, évidemment, on va prendre un repère cylindrique, ou ici polaire, vu qu'on a démontré que la trajectoire était dans un plan. Voilà. Donc, écrivons le PFD. Donc, si le système, c'est l'objet qui est représenté par le point M, de masse petit m, on se place dans le référentiel. Alors, attract, je sais pas comment dire. Bref, dans le référentiel qui est lié à ce point central et puis 3 étoiles lointaines, enfin 3 en tout cas points fixes. Donc, par exemple, dans le cas du Soleil, serait héliocentrique, dans le cas de la Terre, serait géocentrique. Voilà, donc on a la liste des forces, c'est uniquement la force centrale. Donc je pars direct sur l'écriture du PFD. Donc somme des forces extérieures est égale à la masse du système fois son accélération. Ici la force c'est uniquement la force centrale et donc je l'écris moins C sur R carré, ER, mais ici ER c'est euro, est égal à M fois l'accélération. Alors pour aller plus loin, il va me falloir l'expression de l'accélération. Alors ici on est en coordonnées cylindriques, donc si vous en souvenez plus, on repart du vecteur position. Donc le vecteur position ici, c'est uniquement R euro. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'hypothèse que le mouvement était circulaire, donc forcément la distance OM est une constante qui est le rayon du cercle, donc R euro. Du coup, la vitesse qui est la dérivée du vecteur position, R est constant, donc ça fait juste R fois la dérivée de euro. La dérivée de euro, c'est phi point E phi. Ensuite, donc pour avoir l'accélération, on a R qui est constant, phi point pour l'instant je ne sais pas, donc je vais considérer que ce n'est pas constant, et puis E phi qui n'est pas constant puisque ça tourne. Donc du coup je vais avoir deux termes, on va avoir R phi point E phi moins R phi point carré euro, puisque si vous dérivez E phi par rapport au temps, ça donne moins phi point euro, d'où le carré sur phi point. Voilà. Voilà donc pour la partie cinématique. Du coup je peux projeter le PFD sur la direction radiale et sur la direction orthoradiale. Donc si on projette sur euro, eh bien on a donc le terme de gauche qui vaut moins C sur R carré et le terme de droite qui vaut moins M R phi point carré. Quand on projette sur E phi, à gauche il n'y a rien, donc ça vaut 0, et à droite il reste M R phi point point. Alors, pardon, il y a une chose que je n'ai pas prise en compte, c'est que ici, dans l'expression de la force newtonienne, donc c'est la distance, mais la distance, c'est une constante. Donc ici, petit r, c'est en fait grand R. Voilà. Du coup, quand on regarde la deuxième, qui a l'air plus facile, M et R sont différents de 0, donc finalement, on arrive à phi point point égale à 0. Phi point point, c'est l'accélération angulaire, c'est la variation de la vitesse angulaire. Donc si la variation de la vitesse angulaire est nulle, ça veut dire que la vitesse angulaire est constante. Mais en fait, cette information, on l'a également en regardant la première ligne. Parce que du coup, si on écrit la première ligne, on a phi point carré qui est égal à C sur M R cube.
Or, m et r sont constants, c est une constante, donc on a bien effectivement phi point qui est une constante, et en plus, grâce à cette ligne, on a son expression. Voilà, donc le mouvement est uniforme, et on a l'expression de la vitesse angulaire. Alors vu qu'on a la vitesse angulaire, on devrait sans trop de problèmes arriver à la période de révolution du mouvement. Donc, vu que la vitesse est angulaire, je peux dire que la vitesse... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Donc, puisque la vitesse angulaire est constante, eh bien, je peux calculer cette vitesse angulaire en disant que c'est l'angle nécessaire pour faire la révolution, c'est-à-dire 2π, sur le temps pour faire la révolution, c'est-à-dire la période t. D'accord, ça, j'ai le droit de le dire uniquement parce que je sais que la vitesse est constante, donc son expression est l'expression de la vitesse moyenne. Donc, c'est bien la vitesse angulaire, ça. Du coup, ça, je le réinjecte dans mon expression du dessus, ce qui fait 2π sur t, le tout au carré, est égal à c sur mr cube. Voilà, c'est quasiment fini. Je fais passer t à droite et le reste de l'autre côté. On arrive à t carré sur r cube est égal à 4π carré sur, alors, fois m, sur la constante grand C. Alors, est-ce une constante? Qu'est-ce qu'on appelle constante? Alors, donc, c'est bien une constante par rapport au temps. Donc, pour un système donné, on a donc la période qui ne varie pas. Bon, ça, c'est logique puisqu'on a montré que la vitesse angulaire était constante. Non, la loi de Kepler, c'est autre chose. C'est de dire que t carré sur r cube ne dépend pas du système. C'est-à-dire, je prends une planète et une deuxième planète, ce qu'on a dit tout à l'heure, on a la même valeur de t carré sur r cube. Alors du coup, ici, il faut qu'on fasse deux cas. Dans le cas de la gravité, si on remplace c, donc vous remontez à la force de gravité, eh bien c'est g, la masse de l'attracteur central, fois la masse du système. Du coup, quand vous remplacez, ça fait t carré sur r cube est égal à 4π carré sur grand G fois la masse centrale. Vous avez la masse du système qui simplifie ici. Du coup, là, vous avez bien quelque chose qui ne dépend pas du système, puisque mc, c'est la masse de l'attracteur. Donc, quel que soit le système qui tourne autour de l'attracteur, eh bien, t carré sur r cube est une constante. Donc voilà pourquoi Kepler a dit que c'était bien une constante, quelle que soit la planète, parce que, eh bien, effectivement, c'est ce qui est le cas. Maintenant, si on prend ça pour la deuxième force newtonienne qu'on a dite, donc la force électrique. À ce moment-là, C, eh bien, c'est 1 sur 4π epsilon 0 fois Q1 fois Q2. Du coup, quand vous remplacez ça, eh bien, ça fait t carré sur r cube qui est égal à 4π carré sur Q1 Q2 fois 4π epsilon 0 fois la masse. Et donc, on voit qu'ici, eh bien, cette troisième loi de Kepler n'est pas vraiment vérifiée parce que du coup, vous prenez deux systèmes de masse différentes, donc par exemple un électron négatif et puis un ion négatif, et bien du coup, t carré sur r cube ne vaudra pas la même chose. Donc t carré sur r cube dépend du système. Mais par contre, si vous prenez uniquement un électron, donc toujours dans cette vision classique, qui n'est pas réelle, hein, on rappelle, c'est la physique quantique qu'il faudrait utiliser, mais quand même, donc si vous prenez deux électrons, là par contre la masse des deux systèmes va être la même, et donc du coup, la troisième loi de Kepler va être vérifiée. Voilà. Du coup, on a, nous, grâce au mouvement circulaire, vérifié t carré sur r cube égale constante, donc avec la petite précision sur la force électrique. Et voilà, on ne le démontre pas, mais voilà, on peut comprendre la généralisation que du coup, dans le cas d'un mouvement elliptique, eh bien, r se transforme en a, le demi-grand axe, et donc on a t carré sur a cube égale constante. Alors pour finir, on va continuer à étudier le mouvement circulaire parce qu'on peut également parler de la nature du mouvement, parce qu'on va être capable d'exprimer l'énergie mécanique. Alors rappelons que l'énergie mécanique, encore une fois, c'est l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1,5 de mv carré, plus l'énergie potentielle. Bon.
Donc on va démontrer ici l'expression de l'énergie potentielle. Donc on rappelle que la force est de la forme moins C sur R carré ER. Du coup, pour démontrer l'énergie potentielle, on l'a dit l'année dernière, donc dans le chapitre sur le théorème d'énergie cinétique, eh bien ça va être égal à la primitive de la force scalaire DOM. Donc la force, je vais la remplacer. C'est donc moins C sur R carré ER. Et du coup, DOM, ça va être DRER plus un terme selon EφI et un terme selon euro. Mais vu qu'on fait le produit scalaire ici avec ER, eh bien ces deux termes selon EφI et euro, de toute façon avec le produit scalaire, ça fera 0. Donc il ne reste plus qu'à faire le produit scalaire ER fois ER, ça fait 1. Et donc on a moins C sur R carré DR. Donc il faut juste faire la primitive de moins C sur R carré, et ça c'est moins C sur R. Alors pardon, j'ai fait une grosse erreur, excusez-moi, 3 lignes plus haut. L'énergie potentielle, ce n'est pas la primitive de F, c'est moins. Il y a ce signe moins que j'ai oublié. Et du coup, la primitive de moins 1 sur R2, c'est 1 sur R. Et à cause de ce signe moins là, eh bien, il reste un signe moins ici. Donc je répète, moins 1 sur R2, c'est 1 sur R, mais avec le signe moins, ça fait moins 1 sur R. Ok, donc on a l'expression de l'énergie potentielle de la force newtonienne conservative. Donc ça, on va pouvoir le mettre dans l'énergie mécanique, mais on a besoin également de l'expression de la vitesse. Donc la vitesse, on l'a démontré tout à l'heure, en vecteur, c'est R phi point E phi. Donc en norme, c'est juste R phi point. Et donc on va pouvoir utiliser l'expression de phi point qu'on a déterminée. Donc la vitesse au carré, ça va être R carré phi point carré. Et phi point carré, on l'a démontré plus haut, c'est où? C'est là, c'est C sur mr cube. Du coup, les R se simplifient et il reste donc V carré est égal à C sur mr. Voilà. Donc on peut mettre tout ça dans l'énergie mécanique, ce qui fait 1 demi de m fois C sur mr plus moins C sur R. Les masses ici se simplifient. Du coup, on a 1 demi de C sur R moins C sur R. Eh bien, ça donne l'énergie mécanique est égale à moins 1 demi de C sur R. Alors attention, ici, j'ai mis petit r, mais c'est un grand R puisqu'on est dans l'hypothèse du mouvement circulaire. Voilà. Du coup, on voit que dans le cas du mouvement circulaire, eh bien, l'énergie mécanique est très très simple. Alors on a l'impression que ça ne dépend pas de la vitesse initiale, mais en fait si. Parce que en fonction de la vitesse initiale, eh bien, c'est ça qui va donner le rayon du cercle. Plus la vitesse initiale sera grande, plus le cercle sera large. Donc en fait, l'énergie mécanique dépend bien de la vitesse initiale. Voilà donc l'expression de l'énergie mécanique. Allez, pour conclure, on va utiliser cette expression pour déterminer deux vitesses importantes pour les satellites ou les planètes. Alors, première vitesse qui est importante, ça va être ce qu'on appelle la vitesse de libération. La vitesse de libération, par définition, c'est la vitesse minimale nécessaire pour que le système s'échappe de l'attraction, donc de l'objet central. Alors ça, en fait, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo quand on parlait de la nature du mouvement. Donc je remonte là. Ici, on a vu qu'il y avait deux natures de mouvement, et du coup, pour que l'objet puisse s'éloigner indéfiniment donc, de l'objet central, eh bien, il fallait que l'énergie mécanique, ici, reste toujours supérieure à l'énergie potentielle effective. Or, l'énergie potentielle effective, dans le cas d'une force newtonienne, eh bien, on voit qu'elle tend vers 0-. Donc ça veut dire que la condition limite pour que l'objet soit dans l'état libre, eh bien, c'est que son énergie mécanique soit au moins égale à 0. Donc, ici, pour avoir la vitesse de libération, ça veut dire faire en sorte que le système soit dans un état libre,
Et donc l'état libre le plus facile à obtenir, donc c'est une énergie mécanique minimale qui est nulle. Alors ça peut paraître bizarre, une énergie mécanique qui est nulle, mais attention, c'est parce que l'énergie potentielle est négative. Donc une énergie mécanique nulle, ça veut bien dire qu'il y a une vitesse quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vitesse, l'énergie mécanique nulle. Encore une fois, il y a une vitesse, donc 1,5 de mv2 est positif, mais vu que l'énergie potentielle est négative, eh bien c'est pour ça que c'est possible d'avoir une énergie mécanique nulle. Donc voilà la condition minimale pour que le système soit dans un état libre, donc puisse s'échapper de l'attraction de l'objet central. Bon, bah, il suffit d'exprimer ça. Donc l'énergie mécanique minimale doit être nulle. Donc on a 1,5 de mv min carré plus l'énergie potentielle doit être au moins égale à 0. Voilà. Du coup, on va supposer que le système il est lancé à partir d'un point. Donc, on est dans un point de vue pratique où, par exemple, vous avez un satellite et vous voulez le lancer donc, à partir d'un point. Donc, ici, on a un point M0 et donc on lui donne une certaine vitesse V0. Donc, on cherche cette vitesse V0 nécessaire pour que le satellite ou la fusée puisse s'échapper. Donc, du coup, ici, ça va être au point M0. Hop. Donc, je rajoute des petits zéros. Du coup, l'énergie potentielle, on a démontré, c'est moins C. Alors, attendez, je préfère vérifier. C'est donc moins C sur R. Mais ici, R, ça va être ρ0. Okay, c'est la position de départ, donc la distance de départ du centre. Là, on a ρ0. Voilà. Donc 1,5 de mv carré min 0 doit être nul. Et donc, on en déduit cette vitesse minimale, qu'on va appeler vitesse de libération, qui va être égale à C sur ρ0 fois 2 sur M. Sachant que C, c'est égal à G M central fois la masse du système. Donc la masse du système va à nouveau... pardon, j'ai oublié le carré. Va à nouveau se simplifier. Et du coup, on arrive à cette formule très simple de la vitesse de libération au carré. Donc la vitesse de libération, c'est la racine carrée de 2G fois la masse de l'attracteur central divisé par la distance initiale. Donc si vous savez d'où vous lancez votre satellite, eh bien vous savez comme ça la vitesse minimale à donner. Donc ça, c'est la première vitesse importante à connaître pour les satellites ou les fusées. La deuxième, il ne reste plus beaucoup de place, mais c'est parce qu'en fait, on a déjà la réponse, c'est ce qu'on appelle la vitesse de satellisation. En fait, c'est la vitesse nécessaire pour avoir un mouvement circulaire. Et bah, du coup, c'est facile, puisque on a l'expression de la vitesse en fonction du rayon. Donc, si vous lancez votre satellite à partir d'une certaine distance, eh bien cette distance, ça va être le rayon du cercle. Donc, il suffit de remplacer. Donc là, on a phi point carré est égal à... je m'en souviens déjà plus. Oh là là. C'est C sur mr cube. Voilà. Or, la vitesse, c'est R phi point. Donc du coup, la vitesse au carré, ça va être phi point carré sur R carré. Non, je dis une bêtise. Attends, qu'est-ce que je raconte ? V, c'est R phi point. Donc ici, j'ai phi point carré. Donc il faut que je multiplie par R carré pour avoir V carré. Donc la vitesse de satellisation. Donc la vitesse de satellisation au carré, ça va être égal à R carré fois ça. Donc c'est-à-dire ça va être égal à C sur MR. Et vu l'expression de C, eh bien ça va être égal à G MC fois M, mais M se simplifie encore, donc sur R. Donc R, du coup, qui est la position de départ, c'est-à-dire 0, 0. Donc c'est la même. Donc on voit que la vitesse de satellisation, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour avoir une trajectoire circulaire,
eh bien, ressemble beaucoup à la vitesse nécessaire pour libérer le satellite. Du coup, en fait, quand on compare, eh bien, on peut montrer que la vitesse de libération, c'est simplement racine de 2 fois la vitesse de satellisation. Donc il y a juste 1,40 quelque chose de différence entre la vitesse nécessaire pour que ça fasse un cercle et la vitesse nécessaire pour que ça s'éloigne à l'infini de l'objet attracteur. Voilà, donc le cours sur les forces centrales est fini.